Bonsoir à tous. Écoutez, on est ravis d'être ici avec vous ce soir. Moi, je m'appelle Guillaume Allard et mon compère, c'est Olivier Lécou. On est bénévoles et on soutient l'action du Shift Project. Alors, qu'est-ce que c'est que le Shift Project? En fait, c'est un laboratoire d'idées qui se donne pour objectif de proposer des solutions pour décarboner l'économie et nos sociétés. Alors, c'est un laboratoire qui est indépendant, qui travaille sur une approche scientifique, sur des faits, qui publie des rapports, encore une fois, accessibles à tous, indépendants, non partisans, et nous sommes bénévoles et nous soutenons son action. Alors on voudrait remercier Mélanie et sa famille pour nous recevoir ici, et vous tous pour être là ce soir. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est une conférence qui s'appelle « Le climat et moi, et moi, et moi ». En clair, c'est le climat, qu'est-ce qui se passe? Et ça n'avance pas. Hein. Et voilà, c'est bon, je vais trouver le bouton. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Et ça, c'est notre engagement vis-à-vis de vous ce soir. On va vous proposer à travers cette conférence des solutions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre à votre échelle. Potentiellement dès la fin de cette conférence. On va y passer, on va faire la conférence, on devrait faire tout ça en 1 heure, et après on laissera la place à Nicolas Veillard. Alors, le changement climatique, avant on parlait parfois de réchauffement climatique, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui on est déjà à plus 1 degré en moyenne d'élévation des températures. On nous parle de plus 2 degrés demain, plus 5 degrés, plus 3 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut changer notre garde-robe? Est-ce qu'il faut remiser nos vieux pulls? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre ce qui est à l'origine de ça. Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, je peux vous expliquer ça. Alors, petite question. À votre avis, à votre connaissance, le réchauffement climatique, c'est dû à quoi? Est-ce que vous êtes capable de nous répondre? À l'effet de serre. À l'effet de serre, absolument, très bonne réponse. C'est exactement ça. Bon, j'ai un problème de directivité. L'effet de serre, absolument. Donc, alors, pour être sûr que tout le monde, que ce soit clair, respect tout le monde, si vous voulez bien, je vais rappeler rapidement ce que c'est que l'effet de serre. Et pour ça, je vais vous demander de faire preuve d'un peu d'imagination. Imaginez que dans le monde, il y a juste le Soleil, la Terre, et pas d'atmosphère sur la Terre. Et s'il y avait ça, on aurait les rayons arrivant directement sur la Terre, sur le sol absorberait l'énergie lumineuse et la renverrait vers le ciel. Et cette énergie, il n'y aurait rien qui la retiendrait. Donc elle partirait dans l'espace. Donc évidemment, du coup, il ferait froid, en moyenne sur la Terre, il ferait moins 18 degrés, avec des contrats de température absolument monstrueux d'ailleurs, par exemple 30 jours et la nuit. Mais c'est évidemment pas le monde dans lequel on vit. Ça ne nous aura pas échappé, moins 18 degrés. Il fait plutôt autour de 15 degrés parce qu'il y a une atmosphère, et parce que cette atmosphère, elle fait de l'effet de serre, elle retire de la chaleur. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand les rayons du soleil arrivent sur la surface de la Terre? Et que sous forme de chaleur, cette énergie repart, il y a une partie de l'atmosphère, des gaz qui sont dans l'atmosphère, qui vont retenir pas du sol cette chaleur, et ces gaz, on les appelle à effet de serre, justement. Et c'est pour ça qu'il fait meilleur, il ne fait pas moins 18 degrés, il fait plutôt autour de 15 degrés, près du sol. Et qu'est-ce qu'on fait nous quand on envoie, par nos activités humaines, on envoie plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Du coup, on retient plus de chaleur, on fait retenir plus de chaleur près du sol. Et donc on accroît l'effet de serre. Et donc il fait plus chaud près du sol. Donc c'est un peu comme si on rachetait une couette supplémentaire autour de la Terre. Alors on pourrait se dire, ouais mais enfin bon, quelques degrés de plus, je vais mettre un rythme de moins, ce sera plus agréable. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est grave, plusieurs degrés de plus? Qu'après tout, je veux dire, entre l'hiver, il fait beau, et entre l'été, il fait 30 degrés d'écart. 1, 2, 3, 4 degrés de plus, est-ce que c'est grave? Je tous oui, oui, alors. Pour vous illustrer à quel point, on va prendre un exemple, je vais vous demander de faire appel à votre imagination. Vous savez qu'au pôle Nord, il fait plutôt plus froid ici, et qu'il y a de la glace, l'essentiel de l'année, quasiment toute l'année, ce qu'on appelle la calotte polaire. Imaginez une Terre où la calotte polaire serait beaucoup plus étendue qu'aujourd'hui, tellement étendue qu'elle recouvre toute la Scandinavie,
le Pays le nord de l'Allemagne, le nord de la Pologne, une bonne partie de la Grande-Bretagne, tout le Canada, une partie du nord des États-Unis. Et cette terre ressemblerait à ça, où la France, le sol serait gelé en permanence. Pour faire pousser les carottes et les patates, c'est un petit peu compliqué. Et puis, le territoire est couvert de neige l'essentiel de l'année. Et à votre avis, ce monde-là, cette terre-là, qui était notre terre, à nous, il y a 20 000 ans, lors du dernier maximum glaciaire, évidemment, il faisait plus froid qu'aujourd'hui, et à votre avis, en moyenne planétaire, il y avait combien de degrés en moins par rapport à aujourd'hui? Bon, vous savez déjà tout, hein, c'est pas la peine que je vous demande pourquoi je suis là. Effectivement, il y avait 5 degrés d'écart. Et donc, quand on rajoute 5 degrés à cette terre-là, effectivement, on trouve le monde d'aujourd'hui. Et donc, quand on rajoute 5 degrés au monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en fait, on ne sait pas trop parce que c'est jamais arrivé depuis que l'homme existe sur Terre. Mais ceci étant, c'est parce qu'on ne sait pas décrire précisément ce monde-là qu'on ne sait pas en dire des choses. Donc, par exemple, on sait qu'on va avoir effectivement plus de sécheresse, plus de vagues de chaleur, elles seront plus prononcées, plus fréquentes. Et donc ça veut dire qu'il va, là où il fait plutôt sec, il va pleuvoir un peu moins, encore moins. Et donc quand à ces endroits-là on fait pousser des choses, et bien, quand vous avez moins d'eau, ça pousse moins bien. Donc vous risquez d'avoir des baisses de rendement agricole. Et quand vous avez des baisses de rendement agricole dans des pays qui ont des surplus alimentaires, c'est pas trop un problème. Quand vous êtes dans des pays qui sont déjà au taquet, voire qui importent déjà leur nourriture, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays du pourtour méditerranéen, vous allez assez vite avoir des ruptures d'approvisionnement alimentaire. Et quand les gens ils ont faim, ils descendent dans la rue, on veut manger, tension sociale. Et après, ça dépend comment les gouvernements réagissent. Certains réagissent de manière pas trop méchante, plutôt gentille, et puis d'autres beaucoup moins gentille. Et quand ils réagissent de manière beaucoup moins gentille, c'est-à-dire en tirant sur les manifestants, les gens qui ont faim, ils prennent des armes eux-mêmes, ou alors ils vont ailleurs. Ça s'appelle des migrants. Alors cette séquence-là, elle est assez classique. On la retrouve depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années de manière récurrente sur différents continents. On l'a connue ces dernières années venant de l'Est de la Méditerranée. L'Amérique du Nord l'a connue, le cône de migrants venant d'Amérique centrale. C'est exactement la même séquence. Et on le retrouve encore ailleurs dans le monde. Alors je ne dis pas que tous les mouvements migratoires et tous les conflits armés sont dus au changement climatique. Par contre, ce qui est clair, c'est que le changement climatique va être systématiquement un facteur aggravant dans les tensions sociales, les tensions politiques et les tensions de production alimentaire existantes. Alors ça peut paraître paradoxal, mais un monde plus chaud, c'est aussi un monde plus humide. Là où il fait plutôt sec, ça va devenir tendance à devenir plus sec, et là où il fait humide, ça va tendance à devenir plus humide. Et puis on va aussi avoir d'autres phénomènes du genre, les océans qui montent. C'est quelque chose qu'on observe déjà et qu'on s'attend à ce que ça s'accentue. Alors pourquoi les océans ils montent? Parce que sur Terre il y a des zones englacées, et donc quand ces zones englacées qui sont sur Terre fondent, cette eau finit dans les océans, par le cycle de l'eau. Mais c'est même pas la raison principale pour laquelle les océans montent aujourd'hui. Les océans montent aujourd'hui parce que les océans absorbent la chaleur, une partie de la chaleur qu'on met dans l'atmosphère. Et donc du coup, l'eau, elle se réchauffe. Et quand vous chauffez l'eau, elle gonfle. Dans une casserole, vous ne le voyez pas, parce que ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est imperceptible. Les océans sont des telles masses d'eau gigantesques que ça se voit. Et donc ça veut dire qu'on a des phénomènes de submersion plus fréquents. En particulier dans les zones côtières, pas seulement, mais aussi dans les zones côtières. Donc vous avez ici une photo de Miami, pendant un passage à l'ouragan. Et il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que normalement, on ne doit pas voir des rues entre les immeubles. Et là, c'est de la flotte qu'on voit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Miami est déjà, la moitié de la ville n'est plus assurable, tellement le risque de submersion est important. Évidemment, ça va aller en s'accroissant. Et on a déjà aussi le problème en Europe. Alors cette photo-là vous montre aussi la vulnérabilité de nos modes de vie et de nos territoires. Vous avez ici, alors on ne voit pas bien à cause de l'éclairage, je ne sais pas si on peut couper la lumière devant, mais vous avez ici une photo de Manhattan, de New York, après le passage de l'ouragan Sandy. Et ce que vous voyez peut-être bien, moi pas trop, c'est que le premier plan est tout noir. En fait, c'est Manhattan qui est complètement coupé de lumière, parce qu'il y a un certain nombre de postes électriques qui ont sauté, parce que Manhattan est sous les eaux. Il y a de l'eau dans les rues, le métro de New York est inondé.
Et donc voilà, ça montre la vulnérabilité de ces territoires. Et ça ne se passe pas qu'aux États-Unis, ça se passe aussi en Europe. Merci. Où vous avez ici donc une carte du nord-ouest de l'Europe avec des altitudes. La couleur vous indique l'altitude. Donc quand c'est noir ou très foncé, ce sont des territoires qui sont entre 0 et 1 mètre. Quand c'est en rouge, c'est entre 2 et 8 mètres. Puis quand c'est en vert, c'est entre 20 mètres d'altitude et 80 mètres d'altitude. Donc autrement dit, si les mers montent d'1 mètre, tout ce qui est en noir va être inondé. Et puis vous avez ici une ligne discontinue blanche avec du bleu derrière. Le bleu, évidemment, c'est la mer. Le bleu, ici, derrière la ligne blanche discontinue, en fait, c'est des terres qui sont déjà sous le niveau de la mer. C'est les fameux polders néerlandais, et qui sont un grand risque d'être complètement inondés si on a une hausse des océans un peu trop forte. Évidemment, ces gens-là, c'est des maisons, c'est des usines, c'est des bâtiments, des écoles, des hôpitaux. Si ça se retrouve sous les eaux, ces gens-là, ça va devenir des migrants. Il va bien falloir les accueillir. Dans les pays voisins, typiquement Allemagne, Belgique, France, parce que les Danois, ils auront un peu les mêmes problèmes. Voilà rapidement un certain nombre de choses auxquelles on peut s'attendre dans un climat plus chaud. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est où est-ce qu'on en est et vers où on va. Et pour ça, je pense que Guillaume pourra nous en parler plus abondamment. Oui, parce que pour savoir où on va, il faut savoir où on en est, et pour savoir où on en est, il faut mieux savoir d'où on vient. Et en l'occurrence, quand on parle de gaz à effet de serre, c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est la courbe de nos émissions de CO2 émises par l'humanité depuis 1850. Alors il y a plein de choses qui frappent, c'est que ça monte quasiment tout le temps. En fait, en 1850, pour la seule année 1850, on a émis 2 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. 2019, 170 ans plus tard, on a émis quelque chose comme plutôt 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, collectivement. Donc on a multiplié par 20 en moins de 2 siècles nos émissions de CO2. Et ça, en fait, ça correspond simplement à l'industrialisation de nos sociétés, le développement des transports, des biens de consommation, la société de consommation, d'abord dans certains pays, et de plus en plus rattrapé par d'autres pays. Et ça fait que collectivement, depuis 1950, on a émis en tout et pour tout 2400 milliards de tonnes de CO2. Et ça, en fait, ça nous assure, si demain on arrêtait d'émettre le moindre gramme de CO2, ça nous assurerait d'ici la fin du siècle une élévation moyenne des températures de quasiment 1,5 degré. Ça, en fait, ça nous montre une chose, c'est que le changement climatique, c'est pas une possibilité, c'est pas un risque, c'est une certitude. La question qui se pose, c'est à quel niveau de changement climatique on va être confronté. Et donc, à cette grande question, à quel niveau on va être confronté, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on fait. Et si on poursuit sur nos lancées actuelles, en termes de développement fondé sur les énergies fossiles, que d'autres pays nous imitent, que nous on poursuit le développement, ça nous donne quelque chose comme une trajectoire comme ça, où on va émettre à nouveau quelque chose comme 4 à 6 000 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires d'ici la fin du siècle. Et ça nous amènera à une élévation moyenne des températures de 5 degrés. On a vu 5 degrés, c'est ce qui nous sépare du nerf glaciaire. C'est a priori un scénario qu'on aurait plutôt envie d'éviter. Alors maintenant, si on a envie si on parle on entend souvent de 2 degrés. Je suis un peu vite. 2 degrés, c'est les engagements de la France, c'est l'accord de Paris. On s'est engagé à ne pas dépasser 2 degrés. Eh bien, si on veut s'en tenir à 2 degrés d'élévation des températures d'ici la fin du siècle, il faut qu'on émette au maximum 800 milliards de tonnes de CO2 d'ici la fin du siècle. Ça, on va dire, c'est la limite à ne pas dépasser. C'est un peu notre budget carbone si on veut tenir cet engagement de 2 degrés. Et on l'a vu, plus on endiguera le changement climatique, moins on en subira les conséquences dont l'IB nous a donné un amendement. Alors maintenant, je vais faire appel à vos capacités de calcul mental un vendredi soir. Si demain on stabilise les émissions, c'est-à-dire qu'on s'en tient au niveau de 2019, en combien d'années on aurait émis ce budget carbone? Parlez un peu fort, je suis un peu sourd. 20 ans. 20 ans, j'ai entendu 20 ans. Ouais, c'est à peu près ça. C'est effectivement... en fait, ça donnerait une trajectoire d'émission comme ça. On va dire que ça va être un petit peu compliqué quand on va atteindre 2030. Donc, à partir de là, il va falloir baisser. Hein, c'est facile, il va falloir baisser, ça pourrait donner, ça c'est un exemple de trajectoire, quelque chose comme ça. Donc, il va falloir baisser vite. Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, on a plein de moyens de le faire, mais il va falloir collectivement s'y mettre. Donc là, je vous ai donné la solution générale, il faut baisser. Si, mais on vous a quand même promis des solutions individuelles. Donc la question que vous vous posez à ce moment-là, qu'on se pose, c'est
comment moi, vous, on peut agir sur ces émissions. Et en fait, pour ça, il faut qu'on comprenne, je vous propose qu'on comprenne en quoi nos modes de vie influent sur ces émissions. Et je vous prends un exemple avec un objet de tous les jours qui est le smartphone. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui n'ont pas de smartphone? Donc il y en a. Bravo. Pour tous les autres, en tout cas, mon exemple vous parlera. Alors, un smartphone, à quel moment un smartphone se met à émettre du CO2? Vous avez la conduite dans votre main, sinon il y a un problème. Contrôle. Fabrique. Ton extrait. Effectivement, en tout cas, vous avez saisi la logique, c'est il faut s'intéresser à toute sa vie depuis l'extraction. Et il faut penser. Et ça, c'est une vie qui a lieu dans le monde entier. Et on commence, on a dit effectivement par l'extraction. Cobalt, étain, cuivre, que sais-je, donc on l'extrait dans une sorte de mine dans le monde. Une fois qu'on a le minerai brut, il faut le raffiner. Généralement, ça se fait pas très loin dans des fonderies dédiées. Ensuite, une fois qu'on a ces métaux raffinés, il faut les envoyer dans les usines où ils vont être transformés en pièces et assemblés. Alors ça, généralement, ce sont des pays à coût de main-d'œuvre modéré. Par exemple, la Chine, mais c'est pas le seul, donc il faut les amener là-bas. Une fois qu'on les a apportés là-bas, l'usine a besoin d'électricité pour tourner, elle a besoin d'énergie. Et dans le monde, la principale source d'énergie primaire pour produire de l'électricité, c'est le charbon. Ce point de vue, la France en exception. C'est vrai dans le monde, c'est notamment vrai en Chine. Et une fois qu'on a assemblé le téléphone, il est en Chine, il faut quand même. La Chine, c'est l'exemple, il faut l'amener jusqu'à chez nous. On le transporte. Une fois qu'il arrive au port, on l'amène à l'entrepôt. Et de l'entrepôt, on l'amène au magasin. Et puis ensuite, pour qu'il aille dans votre main, il faut soit que vous soyez le chercher, généralement ça se fait en voiture, soit que vous voulez l'apporter, parce que vous l'avez commandé. Et enfin on l'a, et ça c'est jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter de s'en servir, et on le jette, et il faut traiter les déchets. Et nous, une fois qu'on l'a acheté, on en rachète à nouveau, et le cycle recommence. Et en fait, cette activité, vous l'aurez compris, émet du CO2, à un moment ou à un autre. Donc c'est tout ça en fait que les émissions de CO2 liées à mon téléphone. Et là, ce qui est important de noter, c'est que souvent dans le débat public, on entend parler des émissions, de la réduction des émissions de la France. En fait, ça correspond à ça. Ça, c'est les émissions nationales de la France. Comme vous voyez, c'est une petite partie de ce qu'on émet. En fait, si on s'intéresse vraiment au problème des émissions et de l'impact climat de nos modes de vie, pour un objet comme le smartphone, il faut s'intéresser à ça. Ça, c'est l'ensemble des émissions au niveau mondial qui se fichent complètement de frontières administratives. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Et en fait, maintenant, dans le reste de la présentation, on vous donnera des ordres de grandeur en termes d'émissions. On vous parlera en termes d'empreinte carbone, pas en termes d'émissions nationales. Alors ça, c'est vrai pour le téléphone, et c'est vrai en fait pour à peu près tout le reste, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on s'équipe, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on utilise. En fait, c'est vrai pour tout ce qui constitue une manière de nos modes de vie. Et alors ça, pour un Français moyen, ça fait environ... Ah, je ne m'attendais pas à ce que ça là maintenant. Ah oui, voilà, c'est pas grave. Donc, ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces objets, tout ce qui compose notre mode de vie, on peut le rassembler en grandes activités qui composent notre quotidien. Et là, je vais faire un petit quiz à main levée. Selon vous, parmi ces grandes activités de notre quotidien, lesquelles sont les plus émettrices? Alors, si je dis l'énergie des logements. D'accord. Là, quelques-uns. Pour les transports, un peu plus. Là, une trentaine de personnes. L'alimentation, ouais, une quinzaine, mais pour le moment, c'est les transports qui sont en tête. Tout ce qui est la construction, les travaux publics, c'est pas ça. Un peu plus, ouais, c'est un peu bon. Ça élève pas les transports. Les biens de consommation. Ah oui. Et finalement, les services collectifs, la police, la justice, l'éducation, la santé, quasiment personne. Et la réponse, on vous la donne, c'est en fait les biens de consommation en premier, pour quasiment un quart, l'alimentation et le transport, un cinquième chacun, l'énergie de logement et les services collectifs et gros œuvres. Et tout ça, ça représente 12 tonnes de CO2 pour un Français moyen. Évidemment, c'est une moyenne. Selon l'endroit où vous vivez, si vous vivez à Marseille ou à Lille, vous n'aurez pas les mêmes contraintes de chauffage. Et sur votre niveau, également, généralement, vos revenus, vous aurez tendance à consommer plus, notamment au niveau des transports, ça fait partir en vacances plus souvent et plus loin.
ça peut changer beaucoup. Alors donc c'est ça effectivement le bilan carbone d'un Français. Et là, maintenant qu'on a enfin détaillé en quoi chacun en contribue au changement climatique et comment ça se répartit dans les grandes activités de quotidien, on pense à s'intéresser à comment on le réduit. Et pour ça, ce qu'on va proposer de regarder, c'est les 4 premières activités. Alors pourquoi les 4 premières? C'est pas que les 2 dernières ne sont pas importantes. Ce qui se passe, c'est que les 2 dernières, a priori, on vous a trouvé des solutions individuelles que vous pouvez utiliser dès la fin de cette conférence, potentiellement. Ces 2 dernières activités, vous avez moins de leviers, a priori. Donc là, en fait, les 4 premières, c'est celles pour lesquelles on peut vous proposer des solutions directement actionnables qui vont agir sur votre empreinte carbone personnelle. Et donc, on va commencer par les gains de consommation. Et ça, c'est Olivier qui nous l'explique. Merci. Alors, donc, 3 solutions individuelles pour chacune de ces 4 grandes activités. On commence par les biens de consommation. Est-ce que vous connaissez, alors en fait, plutôt, je vais vous dire, en matière de biens de consommation, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 R pour réduire son empreinte carbone liée à notre usage de biens de consommation. 3 R parce qu'en fait, ce sont 3 verbes dont la première lettre est R. Est-ce que vous connaissez ces verbes? Recycler, c'est une excellente réponse. On verra que c'est le dernier R, c'est le 3e, c'est le truc qu'on fait une fois qu'on a fait tout le reste. Réduire, c'est une excellente réponse, c'est même le premier. Donc réduire, ça veut dire effectivement acheter moins souvent, remplacer moins souvent, essayer de remplacer moins souvent. Et réutiliser, c'est le 2e. Bravo, félicitations. Donc je finis de réduire et après je vais réutiliser. Donc réduire, effectivement, essayer d'éviter d'acheter des bibelots, des trucs qui ne durent pas. Et puis essayer de remplacer moins souvent, de faire durer plus longtemps. Ensuite, effectivement, le réutiliser, alors là c'est entre personnes. Donc acheter d'occasion, louer, vendre d'occasion, se prêter, etc. Entre voisins, en plus ça améliore le lien social. L'idée, encore une fois, c'est quand vous vendez d'occasion, la personne qui achète l'objet, elle n'achète pas un objet neuf, donc on évite les émissions liées à la fabrication de cet objet. Et du coup, la durée de vie de cet objet se prolonge. Et puis, une fois qu'on n'arrive plus à réduire et on n'arrive plus à réutiliser, j'insiste, le recycler, c'est vraiment le dernier truc à faire une fois qu'on ne peut plus faire le reste. Même si c'est souvent ce dont on parle en premier, dans les médias notamment. Donc, effectivement, c'est essayer de fabriquer un nouvel objet quand on n'a plus le choix que de fabriquer un nouvel objet, essayer de fabriquer à partir d'un objet existant plutôt qu'à partir de minerais raffinés. C'est ça le but. Donc voilà, les 3 solutions qu'on vous propose, les 3 R, réduire, réutiliser, recycler, ok, c'est bien gentil. On fait comment concrètement? Alors, on va prendre un exemple. Un exemple numérique. Alors l'exemple du numérique, puisque c'est un exemple à la mode d'abord. Et puis c'est un exemple, il faut savoir que le numérique, c'est un secteur qui croît extrêmement vite. Le secteur numérique, en termes de volume de données, a été multiplié par 10 dans le monde en une dizaine d'années. Donc c'est une croissance absolument folle. Aujourd'hui, les émissions liées au numérique, c'est de l'ordre de 4% des émissions mondiales. C'est d'ailleurs plus que les émissions des transports aériens de personnes. Au rythme où il va, sa croissance, en 2025, il émettra plus que les émissions de toutes les voitures du monde. Alors, comment on fait? Qu'est-ce que c'est que le numérique? Le numérique, c'est à la fois les terminaux, ce que vous avez dans la main, un téléphone, téléconnecté, etc., ordinateur, et les infrastructures qui permettent de les faire communiquer entre elles. Et donc, si on veut réduire les émissions du numérique, qu'est-ce qu'il faut réduire? Les terminaux ou les infrastructures? Alors, la bonne nouvelle, ou la mauvaise, je ne sais pas, c'est qu'en fait, en termes d'empreinte carbone, c'est à peu près moitié-moitié. Moitié due aux infrastructures, moitié due aux terminaux. Donc, si on veut réduire les émissions numériques, il va falloir réduire les 2. Commençons par les terminaux. Comment on fait? Déjà, imaginons que vous ayez 2 téléphones, un ordinateur, une téléconnectée, ou connecté, une tablette. Bon, je sais, tout le monde ne peut pas se payer tout ça avec ses revenus. Il faut déjà faire partie des classes sociales supérieures, en général, mais après tout, on a d'autres comme ça aussi. Première question, est-ce que je ne peux pas réduire? Est-ce que je ne fais pas les trucs qui font doublon? Voilà. Donc, supprimer, ou les revendre d'occasion, ce qui fait doublon. Et puis après, on peut aller encore plus loin. La durée de vie typique d'un téléphone portable, c'est de 18 mois à 2 ans. Alors ça tendance à être plutôt 18 mois que 2 ans. Pour un ordinateur portable, c'est 3 à 4 ans. Imaginez que vous prolongez la durée de vie de votre ordinateur et de votre téléphone de 2 ans supplémentaires. Ça n'a pas l'air d'être la mer à boire quand même, juste 2 ans de plus. Rien qu'en faisant ça, vous allez réduire d'1 tiers vos émissions liées à vos usages de terminaux. Juste les terminaux. Juste en faisant ça. Et on peut aller encore plus loin.
quand vous en avez marre de votre terminal, au lieu de l'oublier dans une armoire ou dans un tiroir, c'est assez curieux d'ailleurs, les smartphones, les téléphones, on les oublie toujours dans les tiroirs des armoires. C'est pas vous, souvent, quand ils sont cassés, en fait, ils sont réparables. Et ils sont réparables pour moins cher que leur remplacement. Donc, plutôt que d'en fabriquer un neuf réparant, prolonger la durée de vie. Et puis, si vous en avez vraiment marre, parce qu'après tout, il ne s'agit pas de se priver, plutôt que de le jeter ou de l'oublier, vous en avez de l'occasion à quelqu'un qui en aura besoin. Et qui lui aura un objet d'occasion qui n'aura pas été fabriqué, qui n'aura pas eu de deuxième fabrication. Et lui, quand il en aura marre, plutôt que de le jeter, là, il pourra le faire recycler. Et en faisant ça, on peut encore réduire fortement les émissions liées à l'usage terminaux. Voilà pour les terminaux et les infrastructures. Vous allez me dire, ok, je comprends bien, les terminaux c'est à main, mais les infrastructures c'est lointain. Qu'est-ce que j'ai comme prise sur les infrastructures? Et bien en fait, vous avez aussi de la prise parce que les infrastructures sont dimensionnées sur vos usages. Plus vous utilisez, vous sollicitez les réseaux, Internet, plus il faut des gros tuyaux, il faut des grosses machines derrière. Il faut plus il faut les développer, donc plus il faut fabriquer de systèmes. Donc ça veut dire que typiquement, je sais bien que les médias, un certain nombre de médias, pas tous, mais un certain nombre de médias promeuvent des choses du genre les séries Netflix, etc. Et il va falloir peut-être se poser la question de savoir si on a vraiment besoin de regarder autant de séries en haute définition. Rappelez-vous, 10 heures de films en haute définition, c'est autant d'informations que tout le Wikipédia anglais, tout le texte du Wikipédia anglais. Donc la vidéo, c'est beaucoup d'informations. Et donc derrière, il faut des gros tuyaux, il faut des gros serveurs, il faut des grosses machines, tout ça, il faut le fabriquer, il faut le faire fonctionner. C'est pareil, je ne sais pas si certains d'entre vous sont fans des vidéos de chats, est-ce qu'il y a vraiment besoin de regarder des vidéos de chats encore et encore? Voilà. Et puis de manière générale, il y a toutes nos données qui sont sur le cloud, sur Internet, et ça veut dire que vous avez des serveurs qui tournent 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Même quand vous dormez, est-ce qu'il y a besoin que ces serveurs tournent pendant que vous dormez? Et donc de manière générale, essayez de réduire la quantité de données que vous avez sur le réseau, et ça réduira vos besoins d'infrastructures, et donc il y aura moins besoin de grosses infrastructures derrière. Vous avez sans doute entendu parler des mails avec grosses pièces jointes. Alors, effectivement, c'est une bonne idée de les supprimer. Enfin bon, sachez que ça c'est le dernier truc à faire une fois qu'on a fait tout le reste. Le problème principal aujourd'hui, c'est clairement la vidéo en streaming et la vidéo, les grosses vidéos, les vidéos en haute résolution. C'est devenu ça. Voilà, et donc ça, ce que je vous expliquais là sur le numérique, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer sur tous les biens de consommation. Donc l'habillement, l'ameublement, etc. Donc les trois solutions qu'on vous propose, réduire, réutiliser, recycler, on peut plus faire les deux premiers, et c'est en appliquant cette règle des 3 que vous arriverez à avoir le plus grand impact sur votre empreinte carbone liée à l'usage de biens de consommation. Et ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième grande activité et de voir les trois solutions qu'on vous propose, en l'occurrence l'alimentation et Guillaume. Sur du lait, la viande. Toutes les viandes, il n'y a pas un rouge plus. En fait, aujourd'hui la viande rouge, c'est plus exactement les viandes de ruminants. En fait, pour montrer un peu ce que ça donne quelque chose comme ça. Si on regarde un peu différents aliments, en fait, c'est là où on voit à quel point le bœuf et les ruminants en plus forte raison, en général, ont une empreinte carbone nettement supérieure aux autres types d'aliments. En fait, il faut quand même bien voir que 240 km, 1 kg de bœuf, ça représente 240 km faits avec une citadine. 240 km, on n'est pas très loin d'un CP Paris. Donc c'est ça que ça représente, 1 kg de bœuf. Ce que ça nous dit également, c'est que, en général, les produits d'origine animale ont une empreinte carbone bien supérieure aux produits d'origine végétale. Donc ça nous montre un premier levier, réduire notre consommation de viande. Pas forcément arrêter, mais la réduire. Et puis en fait, même quand on décide de manger de la viande, on peut choisir la viande qu'on prend. Là, ce qu'on voit en lecture directe, c'est que selon la viande qu'on va choisir, on va avoir une empreinte 5 à 7 fois supérieure. Donc, réduisons la viande qu'on mange et choisissons la viande qu'on mange. Alors maintenant, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que le bœuf aimait autant? Alors, là pour ça, je vous propose d'aller voir, justement ce qui se passe derrière le bœuf. Et en fait, en allant voir la coupable, voilà, en flagrant délit, Marguerite dans son champ.
Alors pourquoi est-ce que Marguerite a une telle empreinte carbone? Alors, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, c'est pas parce qu'elle pète, c'est parce qu'elle rote. C'est pas beaucoup plus sympa, mais c'est comme ça. En fait, c'est une ruminante, et Marguerite, comme tous les ruminants, quand elle rumine dans son estomac, ça crée du méthane. Alors, et en fait, le méthane ressort par la bouche. Or, le méthane, on vous vend pour le chauffage, on appelle ça gaz naturel, c'est un très puissant gaz à effet de serre. Ça a un effet réchauffant à peu près 20 fois supérieur au CO2. En fait, c'est notamment ça qui explique pourquoi est-ce que les vaches et les ruminants en général ont une empreinte carbone à ce point-là supérieure aux autres types de viande. Alors, il y a le méthane, mais il n'y a pas que ça. Marguerite, si on veut la manger, d'abord, il faut la nourrir. Or, sa nourriture, il faut la faire pousser. Il faut savoir aujourd'hui que quelque chose comme 70% des surfaces agricoles dans le monde, certes répousser à la nourriture, on servira aux animaux. Et forcément, si on veut élever des vaches, il va falloir faire très de nourriture, il va falloir trouver des surfaces agricoles. Et comment on trouve facilement des surfaces agricoles? Et bien en fait en déforestant. Or les forêts sont plus de carbone, donc ça aussi, ça joue sur le carbone. Et puis une fois qu'on a nos surfaces agricoles, il faut les cultiver. Donc, pour ça, généralement, on va utiliser des machines agricoles, les tracteurs et autres, et les engrais. Et puis une fois qu'on a bien engraissé la Marguerite, on la transforme en steak. Donc déjà, généralement, on va la mettre au réfrigérateur, sauf à aimer la viande avariée. Et puis il va falloir la transporter jusque dans nos assiettes, parfois de loin. Et il va falloir la conditionner. Et là, en fait, un peu comme pour le téléphone, toutes ces activités sont émettrices de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est ce qu'on observe pour une vache. Et maintenant, regardons ce qui se passe pour les fruits et légumes. Alors, je disais la vache, c'est pareil aussi pour le fromage, hein, parce que forcément, pour faire du fromage, il faut du lait, et pour du lait, il faut des vaches. Et maintenant, si on s'intéresse aux fruits et légumes, alors a priori, ça ne rote pas, si ça le fait, inquiétez-vous à nouveau. Et puis, a priori, il faut en fait moins de surface pour nourrir un même nombre de personnes. Et puis, accessoirement, donc ça veut dire on utilise moins les machines agricoles, moins besoin d'engrais. En revanche, en fonction de l'époque de l'année où on va en acheter et en fonction de l'endroit d'où ils proviennent, potentiellement, il va falloir les faire venir de loin. Par exemple, les mangues, généralement, elles vont venir d'avion, je veux dire par avion. Et puis, ça veut dire qu'elles auront poussé sous serre, ce qui n'est pas un problème, mais voire sous serre chauffée. Il faut savoir qu'en France, les serres sont chauffées avec du gaz. Et donc, en fait, une autre bonne pratique, c'est de consommer de saison et local. Ça, en fait, ça permet d'éviter d'avoir à chauffer des serres, et ça permet d'éviter d'avoir à faire venir de loin les fruits et légumes qu'on consomme. Et puis, tant qu'à faire, autant acheter en vrac, ça évite d'avoir les conditionner. Donc avec ça, en fait, on continuera toujours à émettre des gaz à effet de serre, mais moins. Alors là, je vous ai donné pas mal de conseils, de recommandations sur comment faire, que choisir. Ça peut paraître un peu déroutant. C'est quand même, c'est-à-dire il faut réfléchir à ce qu'on achète, d'où ça vient, à quelle période on l'achète. Alors pour ça, un conseil, pour ceux qui ne le font pas déjà, c'est en fait de cuisiner soi-même. En fait, cuisiner, c'est une façon de se réapproprier ce qu'il y a dans son assiette. C'est une façon de choisir ce qu'on achète, d'où ça vient, à quel moment on l'achète. Ça peut être très sympa. Et puis ça permet également de mettre en œuvre un certain nombre d'autres conseils. En fait, il faut savoir que, en général, dans les pays occidentaux, on mange trop. Et ça s'observe à travers, je ne parle pas de cas individuels, mais quand on mange trop, ça s'observe à travers le développement de l'obésité, du diabète. Ça, c'est des choses qui sont observées par l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé. Donc, un conseil qui est bon pour notre santé et pour le climat, c'est de réduire ce qu'on mange. Enfin, je ne dis pas s'affamer, hein, mais de manger moins. Et pour ça, on a un petit conseil, c'est de se servir dans des petites assiettes. Ça paraît complètement trivial, mais c'est quelque chose qui a été démontré par des expériences en psychologie. Vous servez les gens dans des assiettes plus petites, ils vont moins manger. Et une fois qu'ils ont fini dans l'assiette, ils ne se resserviront pas. Ils auront atteint satiété et ça leur ira très bien. Et l'autre conseil, c'est le gaspillage. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, un tiers de toute la nourriture produite ne sera jamais mangée. Soit parce qu'elle n'atteindra pas l'assiette, soit parce que de l'assiette, elle ira directement dans la poubelle. Donc l'autre conseil, c'est de réduire le gaspillage. Une façon de le faire, parmi plein d'autres, c'est quand vous allez faire vos courses de saison, évidemment, acheter des fruits et légumes qui n'ont pas une très belle tête, parce que généralement les gens vont se laisser. C'est un exemple pour réduire le gaspillage. Alors si on récapitule, comment est-ce qu'on réduit le footprint de carbone lié à l'alimentation?
Tout d'abord, réduire notre consommation de viande, notamment des viandes de ruminants, moutons, vaches. Ensuite, acheter de local et de saison, accuser le local et de saison. Et puis finalement, manger moins, gaspiller moins. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au transport. Olivier va pouvoir en dire quelques mots. Merci. Ah, c'est bon. Comment? Merci. Alors, merci. Alors, pour les transports, donc la troisième grande activité par laquelle nous envoyons des gaz à effet de serre. Alors, quand on parle de transport, en fait, on parle de déplacement de personnes, parce que les transports de biens, le transport de nourriture sont inclus dans l'empreinte carbone de la consommation d'une part, dans l'empreinte carbone de l'alimentation d'autre part. Alors, il faut savoir que les Français, ils se déplacent à peu près entre 12 000 et 13 000 km par an, en moyenne par habitant. Donc évidemment, dans l'eau, il y a des gens qui se déplacent moins. Hein. Quand une personne âgée vit en EHPAD, elle ne se déplace pas beaucoup. Un nouveau-né, en général, elle ne fait pas toute sa 13 000 km dans sa première année. Donc ça veut dire que les autres, ils se déplacent plus que ça. Après, quand on veut réduire les émissions, sa propre empreinte carbone liée à ces déplacements, il y a deux questions intéressantes à se poser. Il y a évidemment le mode de transport qu'on utilise, et puis il y a aussi pourquoi on se déplace. Et quand on se pose cette question-là, elle est encore plus intéressante. On se rend compte qu'il y a trois grandes catégories de déplacements. Vous avez les déplacements du quotidien, qui sont en général de assez courte distance, et ces déplacements sont contraints. Alors, par exemple, on va travailler, on va à l'école, on fait ses courses, on n'a pas vraiment le choix d'aller travailler ou pas aller travailler. C'est contraint. On a ensuite des déplacements dits récurrents, donc ils sont un peu moins souvent que les déplacements du quotidien, et en général, c'est souvent des déplacements d'un peu plus longue distance. Et puis enfin, on a des déplacements occasionnels qui, eux, se font sur des distances beaucoup plus longues. Donc là, c'est typiquement les vacances. Et là, c'est typiquement des choses qui sont non contraintes. Hein. On choisit d'aller à tel endroit, ou à tel autre. Oui, on choisit de se déplacer. Pourquoi c'est intéressant de se poser cette question-là? Parce qu'en fait, la solution, si on veut réduire son empreinte carbone liée à ces déplacements, la solution ne sera pas du tout la même selon le type de déplacement, mais suivant le caractère contraint, pas contraint. Et puis après, évidemment, vous avez le mode de déplacement, hein, c'est quelque chose d'important. Donc évidemment, la voiture, hein, c'est le principal mode de déplacement des Français sur le territoire. Ça explique à peu près les 4/5 des émissions des Français. Et puis vous avez à peu près 1/5 des émissions liées au déplacement des Français qui sont dues à l'avion. Voilà, et ça représente la quasi-totalité de l'empreinte carbone liée au déplacement des Français. Alors sachez que ça c'est une moyenne, ça varie évidemment selon les gens. Hein. Si vous regardez plutôt, je ne sais pas si il y en a combien d'entre vous qui ont pris l'avion, on va dire ces 5 dernières années, au moins une fois. Levez la main. Ah, quand même, pas mal. Ouais. Alors sachez que voilà, selon le nombre de fois où vous prenez l'avion dans l'année, ces ratios changent beaucoup. Hein. Ou si vous prenez des Parisiens qui prennent beaucoup d'avions, qui prennent ils prennent l'avion, moi je prends mon vélo, eux, leur empreinte carbone, c'est 80% l'avion, 20% tous les autres déplacements, tous les autres modes de déplacement. Donc dès qu'on prend l'avion, ça fait exploser notre empreinte carbone. Voilà, donc évidemment, c'est la quasi-totalité, mais pas la totalité, la voiture et l'avion, de notre empreinte carbone liée au déplacement. Il y a aussi d'autres modes de déplacement collectifs qui mettent un peu, typiquement le bus, le tramway, le train, etc. Et puis il y a des modes de déplacement zéro carbone, qui s'appellent le pédibus et le vélobus. Voilà, et donc, il se trouve que nous sommes des bénévoles du Shift, et il se trouve que le Shift a réfléchi à des questions, comment décarboner la mobilité du quotidien dans les zones, là, on va dire les zones pavillonnaires, les zones de banlieue, qui ne sont pas tout à fait du centre-ville et qui ne sont pas les zones rurales. Et ils ont trouvé 5 pistes qui sont souvent considérées quand on parle de réduire les émissions de déplacement liées au déplacement du quotidien. À votre avis, je vais vous demander de lever la main, qui pense que, alors on va chercher, c'est quoi le plus efficace dans ces 5 solutions? Qui pense que la distribution des achats, c'est-à-dire que les supermarchés, plutôt qu'on aille, chacun de nous, dans les supermarchés, ils font des tournées et ils déposent chez nous ce qu'on a commandé, ce qu'on veut acheter. Qui pense que c'est ça qui serait le plus efficace pour réduire les émissions liées au quotidien? Il n'y a pas beaucoup de monde qui se lève. Qui pense que le télétravailler, ce serait le plus efficace pour réduire les émissions liées au quotidien?
un petit peu plus, qui pensent que covoiturer dans les trajets du quotidien, ce serait très efficace, le plus efficace pour réduire les émissions liées. Il y a des mains, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont pas oser voter, qui pensent que des transports publics express, ce serait le plus efficace pour réduire les émissions du quotidien. Hein, je pense que c'est partagé. Et le vélo? Il y a un peu plus de monde. Alors en fait, le résultat de cette étude du Shift Project, qui date de fin 2007, c'est le suivant. Alors si on imagine que cette grande barre, c'est la totalité des émissions liées à nos émissions liées à nos déplacements du quotidien, eh ben, la livraison d'achat, ça représente ça. Et si on fait la même chose pour le télétravail, ça représente ça. Le vélo, ça représente ça. Développer au maximum des potentialités, je précise. Les transports collectifs express, ce serait ça, et le voiturage, ce serait ça. Voilà. Donc toutes les solutions ne se valent pas, et vraiment ce qui serait le plus efficace, c'est développer le vélo et développer le covoiturage du quotidien. J'insiste, c'est les trajets du quotidien. Voilà. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'on pourrait se dire que en fait, le système, le vélo, c'est un peu une forme de réduire. Vous vous souvenez tout à l'heure avec les 3R, une forme de réduire, et le covoiturage, c'est un peu réutiliser, puisqu'on partage le mode de déplacement. Évidemment, si on combine tout, évidemment, on a plus de gains. Voilà ce que d'après le rapport du Shift, si on développe au maximum le système, les solutions, voilà ce qu'on pourrait obtenir sur les émissions liées au déplacement du quotidien. J'insiste. Voilà, et donc concrètement, comment on fait chacun de nous? Si vous vous déplacez à pied pour vos déplacements, très bien, parfait, bravo, continuez comme ça. Si vous prenez votre voiture pour aller jeter votre baguette à 8 cm de là, peut-être que vous pouvez y aller à pied. 800 mètres, 500 mètres, même 1 km, c'est faisable à pied. Si vous trouvez que ça commence à faire long parce que c'est plutôt 2 km, 3 km, essayez le vélo. Vous verrez, votre santé vous remerciera. Et après, au-delà d'une certaine distance, disons, allez, certains vont dire 5 km, non mais 5 km en vélo sans souci. D'autres diront, c'est bon, 5 km, voilà. Voilà, il faut essayer autant que possible d'utiliser autre chose que la voiture. De manière générale, en fait, il va falloir essayer de se poser la question, chaque fois que vous allez prendre votre voiture, posez-vous la question, est-ce que je peux faire autrement? Comment je peux faire autrement? Et essayez chaque fois de répondre à cette question, même si c'est un peu plus compliqué, et que c'est un peu plus long, et un peu plus pénible. Voilà, le climat vous remerciera. Et après, même il y a quand même des circonstances où on n'a pas le choix, il faut utiliser la voiture. Et même comme ça, vous pouvez réduire votre impact sur votre impact carbone sur le climat, lié à vos déplacements. D'abord, en partageant votre voiture, on l'a vu à l'instant, le covoiturage, en prenant des voitures plus petites, là, Nicolas Meillan nous en parlera tout à l'heure, et puis, quand vous êtes conducteur, vous pouvez pratiquer l'éco-conduite, lever le pied, rouler sur un filet de gaz sur le rapport de poids le plus élevé, vous allez voir, si vous faites ça, vous pouvez gagner 15 à 20% sur votre consommation. Roulez le plus souvent possible en vitesse stabilisée, sur un filet de gaz, sur le rapport de poids, ce qui permet le plus grand possible. Vous allez voir, et ça marche vraiment. Voilà, donc ça c'est pour les trajets du quotidien, les trajets récurrents. Puis après, il y a les trajets de longue distance. Donc typiquement qui se font en avion. Alors, prenons l'exemple. À votre avis, un aller-retour Paris-New York, c'est quoi l'impact carbone, l'impact sur le climat d'un aller-retour Paris-New York? On vous a rappelé ici l'empreinte carbone moyenne d'un Français sur une année. À votre avis, j'entends pas. Osez. La moitié d'une année? La moitié de 12 000. C'est un peu beaucoup, c'est moins que ça quand même. 800, c'est ça? C'est plus que ça. En fait, l'impact carbone complet, l'impact sur le climat, c'est à peu près entre 2,5 tonnes et 3 tonnes pour un aller-retour. Et donc ça veut dire qu'en une douzaine d'heures, puisqu'en fait un aller-retour par New York, ça dure une douzaine d'heures, vous émettez autant, vous avez le même impact que 3 mois de vie d'un Français moyen. Juste en une douzaine d'heures. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais s'il va aller à New York, je fais comment s'il est en avion? Bon, ok, prenons un autre exemple, Paris-Londres. Paris-Londres, il y a des solutions alternatives, il y a le train, il y a le bus. À votre avis, c'est combien? J'ai un 800 ici.
500, enfin, c'est 10 fois moins en fait. C'est 10 fois moins. Et sachez que si vous prenez en moyenne un transport alternatif, ce sera 10 fois moins que l'avion. Et c'est une moyenne, hein, en comptant bus, train, etc. Voilà, le train c'est tout 100 fois moins que l'avion. Et là, clairement, il y a des alternatives. Voilà, donc pour résumer, c'est ça les solutions qu'on vous propose. Oui, il va falloir être imaginatif à chaque fois, il va falloir se poser des questions, changer ses habitudes, s'interroger à chaque fois. Mais voilà, les solutions qu'on vous propose, c'est réduire le plus possible l'utilisation de la voiture. À chaque fois, vous posez des questions, est-ce que je peux utiliser un autre mode de transport qui est le moins. Pour les trajets longs, essayez de privilégier le train ou le bus. Et enfin, quand vous n'avez pas le choix d'utiliser la voiture, pratiquez l'éco-conduite, vous allez voir, votre consommation et votre porte-monnaie vous remerciera, en plus du climat. Et maintenant, on va s'occuper, on va parler de la quatrième activité, à savoir le logement. Juste ça. Alors effectivement, vous m'entendez? Alors effectivement, maintenant qu'on a toute cette activité, il ne nous reste plus qu'à nous loger. Enfin, là, on va parler effectivement de l'énergie liée au transport, et on va faire un quiz à nouveau. Selon vous, parmi ces 4 activités, laquelle a la plus forte empreinte carbone dans l'énergie liée à un logement? Est-ce que c'est chauffer l'eau chaude? Qui pense que c'est le chauffage? La majorité. La cuisson des aliments. Et les appareils électriques. On a quand même une majorité pour le chauffage, et effectivement, la majorité a raison, c'est le chauffage très très loin. Ce qui fait que quand on parle de réduire l'empreinte carbone liée au logement, on va parler du chauffage. Là, je vous donne les chiffres d'Europe, la France c'est un peu plus que ça. Ça d'ailleurs, ça tourne le coup à l'idée reçue où on dit parfois que la France est en tout électrique au niveau du chauffage. C'est pas vrai. La première source primaire de chauffage pour les Français, c'est le gaz naturel, le méthane, suivi du fioul domestique, suivi du bois. L'électricité vient seulement après. Alors, donc maintenant, comment est-ce qu'on peut réduire le chauffage finalement? Alors pour ça, on a un premier conseil à vous donner d'entrée. Quand vous avez froid, avant d'allumer votre chauffage, avant de l'augmenter, quelque chose qui marche à coup sûr, ça s'appelle le pull. Ça c'est radical. Alors vous pouvez en mettre un, on peut en mettre deux. Moi, ma petite technique, c'est l'écharpe avec, ça fait très stylé à la maison, et ça fait très chaud. En fait, il faut savoir que réduire d'1 degré votre chauffage, ça peut réduire jusqu'à 10% votre consommation. Bien pour la facture et c'est bien pour le climat. Bon, après, une fois qu'on a mis un pull, deux pulls, que sais-je, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La deuxième chose, c'est, peut-être pas dès la fin de cette conférence, mais c'est de faire en fait de l'impact climat un critère de choix du logement. C'est toujours difficile, le logement, il y a plein de critères qui rentrent en compte, mais c'est intéressant de prendre en compte les informations qu'on a à notre disposition. Là, vous avez ces diagrammes, ce qu'on appelle les diagnostics de performance énergétique, qui déterminent en gros à quel point votre logement est énergivore et à quel point il émet du CO2. Enfin, il émet les gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des logements en France, plus de 80%, sont quelque part entre D et F. Le parc de logements français est encore mal isolé. Donc ça, c'est une deuxième solution, c'est utiliser le caractère énergivore et émetteur de CO2 comme un des critères dans le choix de votre logement. Donc en fait, ce qui va jouer là-dedans, ça va être est-ce qu'on est sur une maison ou sur un appartement? Une maison, forcément, comme elle a plus de façades à l'extérieur, il y a plus d'échanges de chaleur, donc à chaleur, toutes les autres cas par ailleurs, elle va avoir un plus fort impact carbone qu'un appartement. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est faire des travaux d'isolation. Alors ça, évidemment, ça requiert un investissement a priori. Il faut également vous faire aider par un expert, parce qu'on a tendance à penser au double vitrage, alors que le plus important, c'est l'isolation des combles. Mais c'est un investissement qui se récupère dans le temps. Ça, c'est plutôt si vous êtes propriétaire, même si ça peut être si vous êtes locataire, vous pouvez quand même demander au propriétaire de le faire. Voire vous pouvez faire certains travaux, certains peuvent se faire à très bas coût, à condition que vous mettiez le logement en état à la fin du bail. Donc on récapitule, comment est-ce qu'on réduit l'empreinte carbone liée au logement? Alors ça va être tout d'abord le pull, le deuxième et le troisième, et ensuite choisir votre logement en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre et faire des travaux de rénovation. Voilà, on vous a proposé une douzaine de solutions après la 4 activités du quotidien, et il est temps pour nous de conclure. Merci.
Voilà, donc avec Guillaume, on vous a montré une douzaine d'actions que vous pouvez mettre en pratique pour réduire significativement votre impact carbone et avoir un impact certain sur votre impact sur le climat. Donc c'est un impact certain et un impact, un impact concret et un impact certain, hein, puisque vous êtes sûr qu'avec ces actions, vous allez envoyer moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc voilà, vous pouvez, chacun de vous pouvez avoir un impact positif sur le climat. Il vous suffit de décider. Alors si vous mettez en pratique toutes les actions qu'on vous a présentées ici, vous allez arriver à réduire en gros d'à peu près un tiers votre empreinte sur le climat. Alors un tiers c'est à la fois beaucoup mais pas beaucoup. Alors évidemment si vous prenez beaucoup l'avion, vous avez une empreinte supérieure à celle d'un Français moyen, donc par en mettant en pratique nos actions, vous arrivez à réduire plus que d'un tiers. Et évidemment aussi, si vous avez déjà commencé à mettre en pratique un certain nombre de ces actions, d'abord félicitations. Et puis le chemin qui vous reste à faire, évidemment, il est plus faible. Vous arriverez à réduire en moins d'un tiers, ayant fait un parti du chemin. Bon, et puis réduire d'un tiers, c'est bien gentil, mais vous vous souvenez de la courbe du skieur Touchous tout à l'heure. Il va falloir réduire aussi les deux tiers restants. Et les deux tiers restants, ils ne seront pas aussi faciles à réduire que par les actions qu'on vous a présentées là. Alors pourquoi ça? D'abord parce que dans les deux tiers restants, vous avez des émissions qui sont incompressibles, qui sont inévitables. Si vous décidez de retourner vivre en forêt, et vivre de tisane d'ortie et d'eau fraîche, même comme ça, vous continuerez encore, vous enverrez encore des effets dans l'atmosphère. Alors moins qu'aujourd'hui, c'est clair, mais vous en enverrez encore. Et puis dans ces deux tiers restants, vous avez aussi des émissions qui relèvent d'actions non pas individuelles, la réduction relève d'actions non pas individuelles mais collectives. Donc par exemple, si un constructeur automobile vous propose une voiture qui consomme, allez, soyons fous, 2 litres au 100, vous êtes sûr qu'en roulant avec cette voiture-là, vous enverrez moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à chaque kilomètre que si vous conduisez une voiture qui consomme 6 litres au 100. De la même manière, si votre restaurant favori dans sur la carte, il y a toute une série de menus végétariens, vous êtes sûr qu'en allant manger chez lui en choisissant un de ces menus, vous enverrez moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que si vous allez manger ailleurs. Donc peut-être que certains d'entre vous me diront alors, mais ok, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'ils attendent tous les entreprises, puis même les politiques, qu'est-ce qu'ils attendent tous pour agir concrètement en faveur du climat? Et la réponse à ça, c'est qu'on vit en démocratie, tous là, et on vit dans une économie de marché. Et ça veut dire que le décideur ultime, en fin de compte, c'est toujours l'électeur, consommateur. C'est-à-dire c'est nous qui, évidemment, décidons par notre vote, avec notre carte d'électeur, qui aura les règles du pouvoir dans les quelques années qui viennent. Et c'est encore nous qui décidons, avec notre carte bancaire, avec notre porte-monnaie, qui décidons quel bien et quel service l'économie produit. Et souvenez-vous que dans une économie de marché, on paye des tas de gens à surveiller très précisément, de manière très détaillée, tout ce que vous achetez, pourquoi vous l'achetez, comment vous l'achetez. Et ça veut dire changer votre manière de consommer, et l'économie de marché, elle s'y adaptera. Elle s'y adaptera parce qu'elle a été construite pour ça. Tout ça paraît très théorique. Prenons un exemple concret. Imaginons un restaurant où à la carte, il y a toute une série de plats de viande et de poissons, un seul plat de pâtes végétarien, et puis quelques salades, mais c'est déjà toute l'année. Si les clients appliquent les actions qu'on vous a présentées ici, le patron du restaurant, il ne va pas être très loin, on se rend compte que il vend plus de plats de pâtes végétariennes que de plats de viande. Puis que ces salades, il en vend, mais seulement une partie de l'année. Quand ce qu'il y a dans ces salades, c'est la saison des produits qui composent ces salades. Donc qu'est-ce qu'il va faire le patron du restaurant la fois suivante où il va envoyer sa carte? Il a intérêt à satisfaire ses clients. Donc il va remplacer un ou deux plats de viande par un ou deux plats de pâtes végétariennes supplémentaires. Puis ces salades, il va les garder, mais il va changer de contenu des salades pour avoir des produits de saison toute l'année. Et donc du coup, la fois suivante où vous allez dans ce restaurant, ce sera plus facile pour vous de manger la carbone, parce que vous aurez plus de choix. Donc vous voyez comment ça marche. Là, typiquement, on est dans une action collective, puisque le patron du restaurant ne change pas sa carte juste pour vous, il change pour ça pour tous ses clients, sauf que le déclencheur, c'est vous, par votre action, par votre choix d'achat. Et donc de manière générale, pour arriver vers une société moins carbonée, il ne s'agit pas de faire un boycott ponctuel de telle ou telle marque, il s'agit de dire ce que vous voulez qu'on vous vende. Et le seul langage que comprend l'économie de marché, c'est le fait d'acheter ou de ne pas acheter. Parce que nous soutenons et nous finançons ce que nous achetons. Et de la même manière,
C'est pas la peine d'attendre les constructeurs automobiles qui nous proposent des voitures qui soient toujours moins gourmandes en carburant, quand dans le même temps, tout ce qu'on fait concrètement, bah, c'est de racheter des voitures qui sont toujours plus gourmandes en carburant. Des sujets typiquement. Voilà, ça ne peut pas marcher. Et vous voyez que ce que je vous explique là, ça a même un prolongement politique. C'est pas la peine d'attendre de nos politiques qui prennent des décisions qui vont à l'encontre d'un grand nombre, de l'intérêt d'un grand nombre de consommateurs et de salariés, pas d'actionnaires, de consommateurs et de salariés. C'est beaucoup plus facile pour eux d'accompagner le mouvement existant, voire d'entériner un état de fait. Donc si vous, par vos actes d'achat, vous choisissez, vous dites que ce que vous voulez qu'on vous vende, ce sont des produits bas carbone, les politiques auront beaucoup plus de facilité pour lancer des initiatives, impulser des dynamiques qui vont accompagner votre mouvement, l'approfondir, l'accélérer, le démultiplier, voire ensuite contraindre les quelques entreprises qui voudraient rester intensives en carbone. Et les lobbies, aussi les bon ton sur lesquels il y a le bon ton de cracher à chaque fois qu'on parle d'écologie. Les lobbies qui voudraient qu'on reste intensif en carbone, ils auront d'autant moins de prise sur les politiques que vous, par vos actes d'achat, vous aurez dit que ce que vous voulez qu'on vous vende, et ce que vous aurez acheté, ce sont des produits, ce sont des biens et des services bas carbone. Voilà. On a essayé de vous convaincre que vous pouviez agir à votre échelle en faveur du climat, que vous pouviez le faire, que c'était important de le faire, que c'est important de le faire dès à présent. Donc, si vous voulez bien, on va conclure par quelques petits conseils pratiques que va vous donner Guillaume. Alors, effectivement, la première chose qu'on voudrait vous dire parmi ces conseils, c'est quand on est face à la question du changement climatique, c'est quelque chose qui peut être un peu effrayant, quelque chose qui peut. On peut se sentir impuissant, on peut se sentir résigné, on peut se sentir un peu désespéré, en colère. En fait, ça finalement, c'est des choses qui sont tout à fait naturelles, vu l'ampleur du sujet, vu sa gravité, vu l'impression qu'on peut avoir qui nous dépasse. Et par rapport à ça, notre conseil, c'est justement agissez. Agissez, tout d'abord, c'est sur vous-même que vous avez le plus de contrôle. Et ensuite, c'est au-delà de l'effet concret que ça aura, il s'agit aussi de faire ce qu'il faut faire. Et c'est finalement agir, c'est finalement une façon d'être aligné entre ce qu'on veut et ce qu'on est. Ensuite, la deuxième chose, c'est comment s'y prendre par rapport au conseil qu'on vous a donné. Là, le conseil qu'on a pour vous, c'est ne faites pas tout d'un coup. La pire chose à faire, c'est plein de bonne volonté, vous voulez mettre en place les 12 solutions d'un coup, ça c'est un coup, si vous faites ça, dans un mois et demi, vous allez craquer, vous allez vous prendre un billet pour partir en Argentine et vous manger des steaks, que sais-je. Ne faites pas ça. Allez-y pas à pas, commencez par une solution, donnez-vous le temps de l'approprier, de l'intégrer dans votre mode de vie avant de passer à la suivante. C'est comme dans la marche à pied, hein, chacun son rythme, le tout c'est de ne pas s'arrêter avant d'avoir atteint le sommet. Et puis, le dernier petit conseil, c'est par rapport à votre entourage. Forcément, face à un problème comme le changement climatique, vous allez avoir envie de convaincre ceux qui vous entourent. Vos amis, votre famille, vos collègues, vos entourages. Et c'est vraiment un exercice un peu frustrant parce que c'est difficile de convaincre les autres. On est toujours un peu frustré de la difficulté qu'on peut avoir à les convaincre. Alors pour ça, on a un petit conseil à nouveau à vous donner. Et après, je vais demander un petit peu d'aide à Olivier qui va me tenir mon micro. On va faire un petit jeu. Très rapide et c'est très facile. Alors, la seule chose que ça va vous demander, c'est de m'écouter et de taper dans vos mains. C'est aussi simple que ça. Le jeu s'appelle 1, 2, 3, clap. Et le passage suivant, je vais compter jusqu'à 3, puis dire clap, et là on va tous taper dans nos mains. Ça va donner un truc comme ça. 1, 2, 3, clap. Voilà, vous êtes prêts? Allez. 1, 2, 3, clap. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous voyez, c'est ça notre conseil. Je vais donner l'instruction qui était très simple, vous l'avez tous compris. Seulement, à la fin, vous n'avez pas fait ce que j'ai dit, vous avez fait ce que j'ai fait. Et ce sera pareil pour vous par rapport au climat. Quoi que vous disiez, les gens regarderont avant tout ce que vous faites, et pas ce que vous dites. Merci pour votre attention. Vous avez parlé de la possibilité de choisir le type d'habitat en fonction de son isolation, ainsi de suite. A priori, tout le monde n'est pas dans
situation qui permet d'avoir ce bras de pied-là. On n'habite pas tous en ville, vous avez évoqué les transports. On n'est pas ici, quand on habite à 10 km de Sablé, on a 2 bus qui font l'aller-retour dans la journée, et on n'a pas toute l'alternative à la voiture. Donc, en fait, je pense que ça va rejoindre, je suis intéressé de voir justement ce qui va dire, ce qui s'est dit en fait durant la promotion qui a une politique. Parce qu'en fait, tous ces enjeux-là, ils ne sont pas individuels. D'un point de vue individuel, on a un bras de levier qui est très réduit en fait. Et du coup, j'aimerais savoir ce que vous, si vous avez réussi justement en cette très petite durée de 4 mois à justement évoquer des possibilités pour pouvoir donner la possibilité aux citoyens d'avoir un fait. Alors nous justement c'est notre rôle sur toute la convention de trouver des alternatives pour pouvoir que tout le monde puisse justement agir au jour le jour sur la réduction des gaz à effet de serre. Après moi les mesures je ne peux pas vous les communiquer parce que comme j'ai dit en début de session, en début de rien n'est validé à 150, donc du coup je ne peux pas communiquer. Vous avez les dernières sessions 4, vous avez eu des retours sur les pistes de mesure en cours, mais après comme c'est pas validé, je ne peux pas m'engager tout le monde. Après nous sur le groupe Se Déplacer, par exemple, on a dit, on a travaillé sur le report modal du transport, on a travaillé sur les alternatives aux véhicules, donc vers la mobilité douce, mais aussi le covoiturage. Il y a aussi des secteurs en France, en fait, un tiers de la population française n'a pas accès aux mobilités douces, donc forcément il faut d'autres alternatives. Donc on a tenu compte de tout ça parce que c'est la diversité française. Donc là maintenant je veux laisser la place à Nicolas Meillan.